Ma mère a transformé mon anniversaire en celui de ma sœur parce qu'elle est sensible et a besoin de plus d'attention. J'ai fait mes valises, dormi sur des bancs et construit ma vie. Maintenant, il le regrette. Salut, Reddit. Je n'aurais jamais pensé que ma vie se transformerait en une longue succession de moments où je devais leur prouver qu'ils avaient tort. Mais c'est à peu près ce qui s'est passé. J'ai grandi dans une maison où ma petite sœur était la star, ma mère me traitait comme un bruit de fond, et mon père était à des kilomètres pour le travail. Ce n'est pas juste une autre histoire de favoritisme parental, cependant. C'est l'histoire de comment un anniversaire s'est transformé en une bataille qui a duré des années. Alors, laissez-moi vous dépeindre le tableau de comment tout ça s'est passé. J'ai 27 ans maintenant, mais tout commence quand j'en avais 8. J'ai grandi dans ce qu'on pourrait appeler un foyer semi-normal. Mes parents se sont séparés quand j'avais environ 4 ans. Il n'y a pas eu de grosses disputes ou de drames dont je me souvienne, juste qu'un jour, mon père a cessé de vivre avec nous. Il était toujours dans les parages, mais ma mère avait la garde. Elle travaillait à temps partiel et restait à la maison avec nous la plupart du temps. J'ai une sœur, plus jeune, qui est née un peu avant la séparation de mes parents. Elle a 3 ans de moins que moi. Maman semblait toujours s'illuminer quand ma sœur était là. J'étais juste l'aîné qui était censé gérer les choses. Ce n'était pas comme si elle me détestait ouvertement, mais on sentait la différence. Elle en faisait des tonnes pour les anniversaires de ma sœur, ses spectacles de danse, et n'importe quel hobby qui l'intéressait sur le moment. Au début, je n'y pensais pas trop. J'étais un enfant. J'aimais les jeux vidéo et jouer dehors. Je n'avais pas besoin qu'on m'applaudisse à chaque seconde. Papa, c'était le contraire. Quand il venait, il mettait un point d'honneur à passer du temps avec moi. On jouait au foot dans le jardin où il m'apportait des petits gadgets et des jouets. Rien de fou, mais j'avais l'impression qu'il me remarquait. Il avait cette habitude d'avoir des petites conversations d'homme à homme avec moi. Même quand j'avais 6 ans, des choses comme « tu dois veiller sur ta sœur ou être patient avec ta mère ». L'attitude de ma mère n'était pas encore cruelle. Elle semblait juste plus occupée ou plus intéressée quand il s'agissait de ma sœur. Si ma sœur voulait des leçons d'équitation, elle les avait. Si je demandais un stage de foot, c'était généralement trop cher ou, peut-être plus tard. Mais je ne voyais pas ça comme du favoritisme, juste la vie. Les enfants croient que la situation dans laquelle ils naissent est normale. À l'âge de 8 ans, mes amis occupaient une grande place dans ma vie. Nous vivions dans un quartier correct, et je traînais avec les enfants d'à accent grave côté et quelques garçons de l'école. On jouait à chat, on faisait du vélo, on échangeait des cartes Pokémon, des choses simples. Cette année-là, j'attendais mon anniversaire avec impatience. Pas parce que je voulais une fête énorme, mais parce que c'était ma journée à moi. Mon père m'avait demandé ce que je voulais, et je lui avais dit peut-être un nouveau vélo ou un jeu vidéo sympa. Il avait dit qu'il verrait ce qu'il pouvait faire. Et ma mère m'a dit qu'elle s'occuperait de la fête. Elle a dit qu'elle la rendrait spéciale. Et je l'ai cru. Elle m'a même demandé quel genre de gâteau je voulais. J'ai choisi chocolat avec un glaçage bleu. Elle a pris des notes et a agi comme si elle était vraiment impliquée. J'ai invité quelques amis. Rien de grand, peut-être 6 ou 7 enfants. C'était censé être un samedi, pour que tout le monde puisse venir. Les jours précédents, tout semblait normal. Maman n'agissait pas bizarrement, et ma sœur n'avait pas l'air de s'en soucier. Elle avait ses propres occupations avec ses poupées et des jouets de chevaux qu'elle emportait partout. Je pensais que ce serait un anniversaire normal. Quelques jours avant la fête, je me souviens avoir surpris ma mère au téléphone avec ma tante. Elle parlait de faire de cette journée un jour spécial pour les 2 enfants. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à l'époque. Je me suis dit qu'elle voulait peut-être simplement dire que ma sœur serait de la partie. C'est assez normal quand on est l'aîné. La veille de la fête, j'étais surexcité. Mon père a appelé pour me souhaiter un joyeux anniversaire et a dit qu'il passerait peut-être avec quelque chose. Je me demandais quel jeu ou jouet ce pourrait être. Ma mère semblait distraite, mais j'ai mis ça sur le compte des préparatifs de la fête. Le matin est arrivé et je me suis réveillé tôt. Ma mère m'a dit de mettre quelque chose de bien parce que des gens venaient. Ça semblait excitant. J'avais ce t-shirt préféré avec un robot de dessin animé dessus, mais elle a dit, non, mets la chemise à boutons. Ça me paraissait excessif, mais je n'ai pas discuté. Vers midi, j'étais assis dehors, attendant mes amis. Au lieu de voir mes copains arriver, la première chose que j'ai vue fut une petite remorque à chevaux qui entrait dans notre allée. Une femme en est sortie, menant un tout petit poney. Ma mère est sortie en souriant et a commencé à s'agiter autour de lui. Je me souviens avoir pensé, cool, mais pourquoi ?
Je n'aimais pas tant que ça les chevaux. Ma sœur sautait de joie. Puis quelques filles de son âge sont arrivées, habillées en princesse. Je continuais d'attendre mes amis, mais ils ne sont pas venus. D'autres petites filles sont arrivées. Ma sœur a disparu et est revenue vêtue d'une robe de Cendrillon. Les décorations dans le jardin étaient roses et violettes. J'ai commencé à trouver ça bizarre. Donc, je suis là, dans ma belle chemise, à regarder de plus en plus de petites filles arriver. Elles avaient toutes des sacs à dos, des ballons, certaines portaient même des diadèmes. Chacune d'entre elles est passée juste devant moi pour aller voir ma sœur. Ma mère accueillait chacune d'elles comme si c'était un grand événement. Elle ne m'a même pas regardé, sauf pour me dire de m'écarter pour que le poney puisse passer le portail. J'y continuais d'attendre mes amis, pensant qu'elle les avait peut-être invités pour plus tard. Midi est devenu 12h30. Le jardin était décoré de serpentins roses, une table était remplie d'assiettes de princesse, et une bannière disait littéralement « Notre petite princesse ». Aucune mention de moi nulle part. Mon nom n'était pas sur le gâteau, qui était couvert de couleurs pastel et de petites fleurs comestibles. J'ai finalement demandé à ma mère à voix basse « Où sont mes amis ?» Elle a juste dit « Ils n'ont pas pu venir, mais tu devrais être content qu'on célèbre en famille. » Puis elle m'a dit d'être poli et de ne pas gâcher la fête. J'avais 8 ans, donc je ne savais pas quoi dire. Je me suis juste assis sur les marches et j'ai regardé. Et la balade à poney a commencé. Ma sœur criait de bonheur, faisant le tour du jardin pendant que tout le monde applaudissait. Chaque enfant a eu son tour. On ne m'a même pas demandé si j'en voulais un. Je devais avoir l'air misérable parce qu'une des mères m'a demandé « Tu ne montes pas ?» Et avant que je puisse répondre, ma mère est intervenue « Oh, ça ne l'intéresse pas. Il est trop grand pour ça. » Ensuite sont venus les cadeaux. Chacun d'eux était un jouet de princesse, une figurine de cheval ou une poupée. Ils ont tous été donnés à ma sœur pendant que ma mère prenait des photos. La seule chose à mon nom venait de mon père. Il n'était pas encore là, mais il avait envoyé un petit paquet plus tôt dans la semaine. Maman ne m'a même pas laissé l'ouvrir. Elle l'a mis de côté. À ce moment-là, je suis rentré à l'intérieur. Je me suis assis dans ma chambre, fixant le mur, ressentant un mélange de colère et d'embarras. J'entendais la musique et les rires dehors. Personne n'est venu me chercher, pas même ma sœur. Vers 15h, mon père est enfin arrivé. J'ai entendu sa voix et c'était comme un soulagement. Je suis descendu et la première chose qu'il a faite a été de me demander pourquoi je n'étais pas dehors. Je n'ai pas répondu. Il est entré dans le jardin et s'est arrêté net. Il a vu les décorations, le poney, les petites filles, et son visage a changé. « C'est l'anniversaire de qui ?» a-t-il demandé. Ma mère a dit « C'est pour les deux. » Ils partagent. Il m'a regardé, puis a regardé ma sœur qui ouvrait un autre cadeau. « Ça ne ressemble pas à un partage ?» a-t-il dit. Et elle m'a pris à part et m'a demandé doucement « Tu as eu des cadeaux ? Tes amis sont venus ?» J'ai secoué la tête. Il n'a rien dit pendant un moment. Il est allé à sa voiture et est revenu avec une grande boîte. Il me l'a donnée là, au milieu du jardin rose. C'était un vélo tout neuf, le genre que je montrais du doigt depuis des mois. Quand il me l'a tendu, ma mère a commencé à dire « Vraiment ? Il n'a pas besoin de ça maintenant. Tu ne fais que le gâter. » Mon père l'a juste regardé et a dit « C'est son anniversaire. » C'était la première fois que je sentais vraiment qu'une ligne avait été tracée. Ma mère n'a pas souri, n'a pas applaudi. Elle est restée silencieuse un moment, puis a commencé à nettoyer les assiettes comme si elle était agacée. Les filles continuaient de jouer, mais l'ambiance pour moi était juste gâchée. J'ai fait quelques allers-retours avec le vélo dans l'allée, mais ça ne ressemblait pas à un anniversaire. En fin d'après-midi, le poney est parti et les parents sont venus chercher leurs enfants. Ma sœur était rayonnante, assise avec une pile de jouets autour d'elle. Ma mère l'a serrée dans ses bras en répétant « Quelle belle journée !» Elle ne m'a rien dit. Quand le dernier invité est parti, mon père est resté. Il s'est assis avec moi dans le salon et a demandé à nouveau ce qui s'était passé. Je lui ai dit la vérité, que j'avais invité des amis, mais que ma mère ne les avait pas appelés et que toute la fête était pour elle. Il est resté silencieux, puis a dit « Je suis désolé. Ça n'aurait pas dû arriver. » Maman est entrée et a entendu une partie de la conversation. Elle est immédiatement devenue défensive. Ce sont des enfants. C'est juste une fête. Il doit apprendre à partager. Elle est plus jeune. Elle a besoin d'attention. Ils se sont disputés pendant un moment. J'étais assis là, à écouter.
Mon père gardait sa voix calme, mais on pouvait entendre la colère. On ne fait pas ça à un enfant le jour de son anniversaire, a-t-il dit. Je ne laisserai plus passer ça. Ils se sont encore disputés après que je sois monté. J'ai entendu des bribes, dépenser trop d'argent, essayer de te faire remarquer, tu ne viens que pour jouer les héros. C'était la première fois que je les entendais vraiment se disputer à mon sujet. Quand mon père est finalement parti ce soir-là, il m'a fait un autre câlin et a dit, on se parle bientôt, d'accord? Garde ce vélo en sécurité. Ça m'a marqué cette nuit-là. J'ai ouvert le petit paquet. C'était une console de jeu portable de la part de papa. Je me souviens l'avoir tenue dans ma chambre en pensant que c'était la seule chose qui portait vraiment mon nom. Je suis resté assis dans ma chambre, regardant le vélo par la fenêtre. Les cadeaux de ma sœur étaient empilés dans un coin du salon. Ma mère n'est pas montée me dire bonne nuit. C'est là que quelque chose a changé. Je ne le savais pas à l'époque, mais cet anniversaire a été le moment où j'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit d'elle. Quelques mois plus tard, mon père venait moins souvent à cause du travail. Il m'a dit qu'il avait un contrat à l'étranger et qu'il serait parti pour longtemps. J'avais 9 ans quand il est parti. Et même s'il a promis d'appeler et d'envoyer des lettres, ce n'était pas pareil. Une fois qu'il fut parti, la maison est vraiment devenue le monde de ma mère, et elle a clairement montré que c'était elle qui commandait. Ma sœur pouvait tout se permettre. L'énergie de ma mère était consacrée au passe-temps de ma sœur. Elle a eu des leçons d'équitation, de ballet, et plus tard de piano. Les week-ends étaient remplis d'événements pour elle. Ma mère adorait inviter des gens pour la mettre en valeur. J'étais en arrière-plan, généralement chargé de prendre des photos ou d'aider à porter des choses. L'école était mon refuge. J'aimais être avec mes amis, mais même là, c'était parfois difficile. Ma mère n'était pas vraiment intéressée par les réunions ou les événements scolaires pour moi. Elle se présentait au spectacle et aux portes ouvertes de ma sœur, par contre. Les professeurs l'avaient même remarqué. Une enseignante a demandé une fois si ma mère viendrait à la soirée parents-professeurs. J'ai juste haussé les épaules. Puis quelque chose a changé. Ma sœur a commencé à grandir, elle aussi. Et les attentes de ma mère sont devenues plus lourdes. Elle la poussait davantage, plus de leçons, plus de pression sur l'école et les amis. Je voyais ma sœur stressée, mais elle ne se rebellait pas. À 15 ans, j'ai eu ma première vraie dispute avec ma mère. C'était à propos d'argent. J'avais économisé pour acheter un ordinateur portable d'occasion parce que celui de la maison était essentiellement le sien et celui de ma sœur. Quand j'en ai parlé, elle a sèchement répondu, « Pourquoi as-tu besoin de ça? Tout tourne toujours autour de tes besoins. » Cette phrase m'a marqué parce que j'avais l'impression que rien ne tournait autour de moi, au contraire. Mon père appelait de temps en temps. Il me demandait des nouvelles de l'école, des amis, du sport. Je ne lui disais jamais grand-chose parce que je ne voulais pas avoir l'air de me plaindre. Parfois, il envoyait de l'argent pour les anniversaires ou Noël. Maman le contrôlait. Elle disait, on utilisera ça pour quelque chose d'important. Et généralement, ça voulait dire les factures ou quelque chose pour ma sœur. Un été, quand j'avais 16 ans, mon père est venu pour un court séjour. Il m'a emmené déjeuner, juste nous deux. Je lui ai un peu parlé de la maison. Pas tout, mais assez. Il a écouté sans dire grand-chose. Mais avant de partir, il m'a donné une petite enveloppe. À l'intérieur, il y avait $200 et un mot qui disait, pour tes projets, ne le dis pas à ta mère. C'était la première fois que je réalisais qu'il en savait plus que je ne le pensais. Cet argent est devenu mon petit filet de sécurité. J'en ai utilisé une partie pour réparer un vieux vélo, une autre pour acheter des livres et des fournitures scolaires. Ma sœur n'a jamais su. À peu près à la même époque, j'ai commencé à travailler le week-end dans une épicerie, à emballer, à remplir les rayons, tout ce dont ils avaient besoin. Ce n'était pas grand-chose, mais ça m'a donné quelque chose. Je gardais mes gains cachés, au cas où. En y repensant, il y a eu de bons moments. Ma sœur n'était pas méchante. Elle vivait juste dans un monde différent, sous l'aile de ma mère. Parfois, on regardait la télé ensemble ou on plaisantait sur l'école, mais il y avait toujours cette ligne entre nous. Et ce n'était ni de sa faute, ni de la mienne. C'était juste la façon dont la maison était organisée. À un moment de mes 17 ans, je pensais déjà à des plans d'évasion. L'université, les stages, n'importe quoi. Je voulais partir. Les appels de mon père étaient les seuls moments où je sentais que quelqu'un croyait que je pouvais faire quelque chose de plus grand. La voix de ma mère ne parlait que de responsabilité, mais jamais de ce que je voulais. Mon année de terminale a commencé et j'avais déjà un objectif en tête.
Peu m'importait que ce soit un dortoir, un autre état, un autre pays. Je voulais juste quitter cette maison. J'ai maintenu de bonnes notes car je savais que les bourses d'études étaient ma meilleure chance. Je n'avais pas d'argent de côté pour les frais de scolarité. Ce que je gagnais à l'épicerie n'était qu'une goutte d'eau par rapport à ce dont j'avais besoin. Je passais mes après-midi à la bibliothèque de l'école à remplir des dossiers de candidature. Je n'ai pas tout dit à ma mère parce que je savais comment elle réagirait. Elle avait toujours quelque chose à dire chaque fois que je mentionnais mon envie de partir. Elle faisait des commentaires comme « Pourquoi as-tu besoin d'aller si loin ? Il y a des universités locales ici. » Ou « L'université, c'est cher. Tu crois que l'argent pousse sur les arbres ? » J'ai appris à garder les choses pour moi. Mais finalement, elle l'a découvert. Un soir, elle est entrée dans ma chambre alors que j'imprimais des formulaires. Elle a pris une liasse de papier et a lu l'en-tête. « Hors de l'État », a-t-elle dit en haussant la voix. « Qui t'a dit que tu pouvais postuler à des écoles hors de l'État ? On n'en a pas les moyens. » Je lui ai dit que j'essayais d'obtenir des bourses et une aide financière. Elle a secoué la tête et a dit « Tu rêves. Ces choses sont pour les enfants avec des notes parfaites et des situations spéciales. Et qui va aider ta sœur si tu pars ? Qui va m'aider ? Tu es égoïste. » Ce mot, égoïste, m'a fait mal. J'ai gardé mon calme et j'ai expliqué que je voulais un avenir, que je ne voulais pas être coincé en ville. Elle m'a coupé. Coincé ? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette maison ? Tu te crois meilleur que nous ? Puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tu n'iras nulle part. Tu vas perdre du temps et de l'argent et tu reviendras en rampant. Fin de la discussion. Après cette nuit-là, elle a commencé à me surveiller de plus près. Le courrier des universités, elle l'ouvrait en premier, par erreur. Les appels de numéros inconnus, elle décrochait. Elle a même dit à un ami de la famille que je prenais la grosse tête. C'était comme si elle voulait contrôler chaque étape. À cette époque, mon père appelait plus souvent. Je lui ai dit que je postulais partout et que j'avais besoin de conseils. Il a dit, continue. Ne laisse personne t'arrêter. Je pense qu'il savait que ma mère s'y opposerait. Il a proposé de m'aider à payer les frais de dossier si j'en avais besoin. Je ne lui ai pas dit cette partie. À l'approche des dates limites, je passais chaque moment libre à écrire des essais et à remplir des formulaires. Ma sœur a remarqué que quelque chose se passait, mais elle ne posait pas beaucoup de questions. Elle était occupée avec ses activités et ses récitals de fin d'année de ballet et de piano. Maman me rappelait constamment les tâches ménagères, d'être plus à la maison. Je hochais la tête et retournais à la bibliothèque. Et la vraie dispute a éclaté un mois avant la remise des diplômes. J'ai reçu un email m'informant que j'étais sur la liste d'attente d'une bonne école et invité à un entretien pour une bourse. J'étais excité. Je l'ai imprimé et l'ai laissé sur mon bureau. C'était mon erreur. Quand je suis rentré du travail ce soir-là, le papier avait disparu. Ma mère était assise dans la cuisine avec le papier à la main. « Qu'est-ce que c'est ? » a-t-elle demandé. J'ai dit que c'était une opportunité. Elle l'a posé brutalement sur la table et a dit « Une opportunité ? Sais-tu seulement combien ça coûte de vivre seul ? Sais-tu combien d'enfants échouent ? Tu crois que tu vas y arriver ? Tu as à peine de quoi garder cette maison propre. » Je lui ai dit calmement « C'est ma décision. J'aurai bientôt 18 ans. Je vais essayer. » Elle s'est levée et a dit « Pas tant que tu vivras sous mon toit. Je ne te laisserai pas gaspiller de l'argent que nous n'avons pas. Tu veux gâcher ta vie ? Fais-le ailleurs. » Ça s'est transformé en cri. Elle a dit que j'étais ingrat, que je ne me souciais pas de ma famille. Elle a ressorti toutes les petites choses. Comment elle m'avait élevé seule, comment mon père ne se montrait que pour bien paraître, comment j'étais froid comparé à ma sœur. Je suis resté silencieux aussi longtemps que j'ai pu, puis j'ai dit, peut-être que si tu écoutais, tu saurais que j'ai fait de mon mieux. Tu ne t'es jamais soucié de ce que je voulais. Cela a fait taire tout le monde dans la pièce. Ma sœur est sortie de sa chambre à cause du bruit. Elle est restée là, silencieuse. Ma mère m'a dit d'aller dans ma chambre. J'y suis allé, mais j'ai su à ce moment-là que je partirais, quoi qu'il arrive. Après cette nuit, les choses sont devenues plus froides. Elle me parlait à peine, sauf pour les corvées. J'ai continué à postuler. J'ai reçu refus sur refus, et certaines écoles n'ont pas répondu du tout. C'était dur. J'ai eu l'impression qu'elle avait peut-être raison, que je n'étais pas assez bon. Mais l'idée de rester là me semblait pire que d'échouer. Alors,
J'ai fait un choix. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté, pour boire, heures supplémentaires, n'importe quoi. J'ai gardé un vieux sac à dos prêt. Je n'avais pas de plan, mais je savais que je partirais point à la remise des diplômes, rien n'avait changé entre nous. Pas de félicitations, juste une poignée de main et un « n'oublie pas d'aider ici ». Le jour de mes 18 ans, j'ai tenté une dernière fois avec une autre demande de bourse. Quand ça n'a pas marché, j'ai décidé que c'en était assez. J'ai emballé quelques vêtements, mon vieil ordinateur portable et tout l'argent que j'avais économisé. Je ne l'ai dit à personne. J'ai attendu qu'elle parte faire des courses, et je suis sorti. J'ai quitté la maison par un matin chaud avec un seul sac à dos. J'avais peut-être quelques centaines de dollars en liquide, mon vieux téléphone, quelques vêtements et l'ordinateur portable d'occasion que mon père m'avait aidé à acheter. Je ne me sentais pas encore libre, juste comme si j'avançais vite avant de changer d'avis. J'ai pris le bus pour une ville à environ 4 heures de route. Je n'y étais jamais allé, mais je me suis dit qu'un endroit plus grand signifiait plus d'opportunités. Les premières heures étaient agréables. Le trajet en bus était calme, et je n'arrêtais pas de penser à tout ce que j'allais faire. J'avais prévu de trouver une chambre bon marché, peut-être un appartement en colocation, et de commencer à travailler quelque part immédiatement. Mais les plans s'effondrent vite quand on a 18 ans et qu'on est seul. Le premier problème est survenu dès que je suis descendu du bus. Je suis entré dans un petit café pour prendre un verre et utiliser les toilettes. Quand je suis ressorti, mon sac à dos avait disparu. Quelqu'un l'avait pris. J'ai couru partout comme un idiot. J'ai demandé à quelques personnes s'ils avaient vu quelque chose, mais personne n'a rien vu. Tout ce que je possédais, argent, ordinateur, vêtements, en partie en quelques secondes. Il me restait peut-être 20 dollars en poche après avoir acheté des encas plus tôt. C'était tout. Les jours suivants ont été rudes. La première nuit, je suis resté à la gare routière, assis droit sur un banc en métal. J'ai gardé mon téléphone et le peu d'argent que j'avais dans ma poche et j'ai à peine dormi. La deuxième nuit, j'ai marché jusqu'à tard, puis j'ai trouvé un coin derrière une porte fermée avec un large auvent. Ça me protégeait du vent, mais il faisait froid et c'était bruyant. La troisième nuit, j'ai dormi dans un petit parc sur un banc près d'un lampadaire parce que ça me semblait plus sûr. Chaque fois que je fermais les yeux, je me réveillais au son de pas ou de voix. Je ne me sentais chez moi nulle part. Le quatrième jour, j'ai commencé à chercher du travail. J'ai arpenté les rues, m'arrêtant dans les restaurants, les magasins, les stations-service. La plupart des endroits voulaient des candidatures en ligne. Certains ont juste dit non. Les quelques-uns qui m'ont parlé m'ont regardé comme si j'étais juste un autre gamin de passage. J'étais trop jeune pour un travail sérieux, et je n'avais plus de pièce d'identité sur moi. Elle était dans le sac volé. Vers midi, j'ai trouvé un petit restaurant familial. Il était vieux, avec une peinture rouge délavée et un grand menu à la craie. Je suis entré et j'ai demandé s'ils avaient besoin d'aide. Le type derrière le comptoir avait peut-être la soixantaine. Il m'a regardé longuement et a dit « On n'embauche pas d'inconnus ». Je lui ai dit que je ferais n'importe quoi. Nettoyer les tables, faire la vaisselle. Il a secoué la tête. Trop de jeunes viennent demander ça. Il démissionne au bout de 2 jours. Je n'ai pas besoin de ce mal de tête. Je suis parti. Mais quelque chose à propos de cet endroit m'est resté. Ce restaurant me semblait être ma seule chance. C'était le genre de travail en cuisine au noir où personne ne demandait de papier. Alors, j'y suis retourné le lendemain, j'ai attendu dehors jusqu'au début du coup de feu de midi, et j'ai attendu qu'il sorte pour fumer. Quand il l'a fait, je suis retourné le voir. Je lui ai raconté mon histoire sans détour, que j'avais quitté la maison parce que je voulais construire quelque chose, que je dormais à la gare routière et sur des bancs depuis mon arrivée, et que je ne demandais pas la charité. J'ai dit que je travaillerais pour de la nourriture si c'était tout ce qu'il pouvait me donner. Et elle n'y a pas cru tout de suite. Tout le monde a une histoire, a-t-il dit. Comment savoir que tu ne vas pas te tirer avec la caisse? Je lui ai dit que je nettoierais les toilettes tout de suite s'il voulait une preuve. Il m'a dévisagé comme s'il décidait si j'en valais la peine. Puis il est simplement retourné à l'intérieur. J'aurais pu m'en aller, mais je ne l'ai pas fait. Cette nuit-là, j'ai balayé le trottoir devant son restaurant sans qu'on me le demande. Personne ne me l'a dit, mais je voulais qu'il voie que j'étais sérieux. Quand il est venu ouvrir le lendemain matin, il m'a vu assis là, le balai appuyé contre le mur. Il n'a rien dit au début, a juste regardé le trottoir propre et a déverrouillé la porte. Je l'ai suivi à l'intérieur et j'ai dit « Donnez-moi une journée. Si je fais une erreur, je partirai. »
Il n'a pas répondu tout de suite. Il s'est versé un café, est resté là à réfléchir, puis a finalement dit « D'accord. Pas de salaire, pas de nourriture avant la fin de ton service. Si tu es bon, on en reparlera. » Cette première journée a été brutale. J'ai fait la vaisselle jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. J'ai nettoyé la cuisine, essuyé les tables, porté des boîtes lourdes. Il ne m'a pas facilité la tâche non plus. Il vérifiait tout ce que je faisais. À l'heure de la fermeture, j'étais affamé. Il m'a finalement tendu une assiette de restes de pâtes et a dit « Reviens demain, 7 heures. Ne sois pas en retard. » Ce n'était pas encore un travail, mais c'était quelque chose. A eu cours de la semaine suivante, il m'a gardé sous le même accord. Le travail d'abord, principalement de la nourriture en guise de paiement. Quand il a vu que je continuais de venir, il a commencé à me glisser un peu d'argent chaque soir. Quand je partais la nuit, je retournais au même coin derrière le magasin ou sur le banc du parc. Ce n'était pas grand-chose, mais au moins j'avais de la nourriture dans le ventre. Après le 4e jour, il m'a demandé mon nom et mon âge. Le 5e jour, il m'a demandé si je pouvais faire plus que la vaisselle. La 2e semaine, il m'a dit « Tu veux un lit de camp ? Il y a une petite pièce à l'étage. C'est pas le grand luxe, mais c'est mieux que la rue. » J'ai dit oui avant qu'il ne change d'avis. C'était une pièce étroite avec un lit et un petit bureau. Pour moi, c'était tout. C'était la première fois en plus d'une semaine que je dormais sans regarder par-dessus mon épaule. J'y travaillais au restaurant depuis près de 6 mois quand j'ai eu des nouvelles de mon père. Il a appelé à l'improviste. Mon téléphone, le même vieux modèle, tenait à peine la charge, mais j'ai décroché. Il avait l'air excité et a dit qu'il était de retour au pays pour de bon. Il voulait me rendre visite. Je me suis figé car je n'avais dit à personne où j'étais. J'ai inventé un petit mensonge, j'ai dit que j'étais occupé avec le travail, que j'expliquerai plus tard. Il a dit, le travail ? Où ça ? J'ai esquivé la question, j'ai dit que je l'appellerais bientôt, et j'ai raccroché. 2 semaines plus tard, mon père s'est présenté chez ma mère en s'attendant à me voir. C'est là que tout a commencé. Je n'étais évidemment pas là et ma mère n'avait aucune idée d'où j'étais parti. Elle pensait que j'étais chez un ami ou que je l'évitais simplement. C'est ma sœur qui a annoncé la nouvelle. Il est parti après la remise des diplômes. Je n'ai rien vu de tout ça, mais ma sœur m'a tout raconté plus tard. Papa n'a pas bien pris la chose. Il n'arrêtait pas de demander « Où est-il ? Pourquoi personne ne m'a rien dit ? Pourquoi ne m'a-t-on pas appelé ?» Ma mère a haussé les épaules et a dit qu'il voulait partir. Il a toujours été dramatique. C'est là que les choses ont explosé. Mon père avait passé des années à travailler à l'étranger pour envoyer de l'argent. Il a dit, dramatique ? C'est mon fils. Comment as-tu pu le laisser franchir cette porte ? Ma mère a rétorqué, il est têtu comme toi. Il en veut toujours plus que ce qui est raisonnable. Il n'écoutait pas, papa a demandé si elle avait même essayé de m'arrêter. Elle a dit, pourquoi aurais-je dû ? Il voulait s'enfuir pour poursuivre un rêve. Il se croit plus intelligent que tout le monde. Papa a alors perdu son sang-froid. Il lui a rappelé chaque appel qu'il avait passé, chaque fois qu'il avait demandé de mes nouvelles. Il l'a accusé de ne m'avoir jamais soutenu, de ne favoriser que ma sœur. Ma sœur m'a dit qu'elle ne les avait jamais vus se disputer comme ça. La voix de papa était forte mais stable, tandis que celle de maman devenait de plus en plus stridente à chaque phrase. Elle a dit, tu n'as pas à me juger. Tu étais parti. C'est moi qui les élevais. J'ai tout géré pendant que tu vivais ta vie ailleurs. Papa a répondu, ne déforme pas les choses. Je suis parti travailler parce qu'on en avait besoin. Je t'ai fait confiance pour être juste avec les 2 enfants. Tu ne l'as pas été. Tu lui as donné l'impression qu'il n'était rien. Maman a frappé la table de ses mains et a dit, je lui ai donné à manger, un toit, une éducation. Que voulait-il de plus ? Il a toujours été ingrat. Papa, il voulait du soutien. Il voulait une chance. Et tu l'as écrasé parce que tu étais trop occupé à faire d'elle ta petite reine. C'est là que ma sœur est intervenue. Elle m'a raconté plus tard qu'elle avait dit doucement, c'est vrai. Tu étais plus dur avec lui. Ma mère s'est retournée contre elle, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es une enfant. Ma sœur a répondu, j'ai tout vu. Il travaillait. Il ne te dérangeait pas. Tu t'en fichais royalement. Papa a continué d'insister. Où serait-il allé sans rien ?
As-tu seulement vérifié? M'as-tu appelé? As-tu appelé quelqu'un? Ma mère a dit qu'il avait 18 ans, pas un bébé. Il voulait jouer à l'adulte, alors je l'ai laissé faire. La dispute a continué comme ça pendant plus d'1 heure. Ma mère s'est obstinée, me reprochant d'être froid et distant, reprochant à papa d'être absent, reprochant l'argent. Papa revenait toujours au même point. Tu l'as perdu parce que tu ne t'es pas assez soucié de lui pour le retenir. Finalement, mon père a dit, je le trouverai. Ne m'appelle pas, sauf si c'est pour les enfants. Et ne me blâme pas quand il ne reviendra jamais ici. Il est parti. J'y en ai su tout ça 15 jours plus tard, quand mon père m'a rappelé. Sa voix était différente. Où es-tu? Je lui ai dit la vérité cette fois. J'ai dit que je travaillais dans un petit restaurant, que je logeais à l'étage dans une petite chambre. Il y a eu une pause. Puis il a dit, reste là. J'arrive. Il s'est présenté 2 jours plus tard. J'étais dans la cuisine en train de faire la vaisselle quand le vieil homme, mon patron, a dit, il y a quelqu'un pour toi. Je suis sorti et je l'ai vu. Il avait l'air plus vieux, un peu fatigué. Mais quand il m'a vu, il a souri comme si rien d'autre n'importait. Il n'a pas crié, ne m'a pas grondé. Il m'a simplement pris dans ses bras. Puis il a reculé et a dit, pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'ai répondu, je ne voulais pas te déranger, et je ne voulais pas entendre que je ne pouvais pas le faire. Il a regardé autour du restaurant. C'est ici que tu as été? J'ai hoché la tête. Je lui ai tout raconté, la perte de mes affaires, mes nuits à la gare, l'obtention du travail. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il s'est tourné vers mon patron et a dit, merci de lui avoir donné sa chance. Le vieil homme a répondu, il l'a mérité. Il est têtu, mais il travaille. Mon père a ri à cela et a dit, oui, il tient ça de moi. Après la fermeture ce soir-là, papa et moi sommes allés nous promener. Il m'a demandé si je voulais venir vivre avec lui. Il avait loué un appartement maintenant qu'il était de retour. Petit, mais suffisant. J'ai hésité, mais j'ai dit oui. Le restaurant m'avait sauvé, mais je voulais de la stabilité et je lui faisais confiance. Avant de partir, j'ai de nouveau remercié le vieil homme. Il m'a dit, ne gâche pas cette chance. Les gens n'en ont pas beaucoup. Quand nous sommes arrivés chez papa, il m'a fait asseoir et a dit, je sais que je n'ai pas été assez présent. Ça n'arrivera plus. Quoi que tu veuilles faire à l'université, le travail, n'importe quoi, je te soutiendrai. C'était étrange d'entendre ça. Pour la première fois, je l'ai cru. Emménager avec mon père, c'était comme entrer dans un autre monde. Son appartement était petit, une chambre et un canapé lit pour moi, mais je m'y suis senti chez moi dès la première nuit. Il ne me traitait pas comme un fardeau. Il me traitait comme quelqu'un en qui il valait la peine d'investir. Il m'a demandé quels étaient mes projets et n'a pas ri quand j'ai parlé de l'université. Il a juste dit, on va y arriver. La première chose qu'il a faite a été de m'aider à obtenir de nouveaux documents et une pièce d'identité, puisque j'avais tout perdu quand on m'avait volé mon sac. Puis il a ouvert un petit compte d'épargne avec moi. Il a dit, mets quelque chose dessus chaque semaine, même si c'est 10 $. Fais-le fructifier. Je continuais de travailler au restaurant à temps partiel. Le vieil homme n'y voyait pas d'inconvénient. Il a dit que je pouvais venir le week-end. Pendant la semaine, mon père m'a poussé à me concentrer sur mes études. Il a trouvé des programmes locaux qui aidaient à la préparation pour l'université. J'ai postulé à d'autres endroits, cette fois avec son aide. Nous nous asseyions à la table de la cuisine pour remplir les formulaires. Il a payé les frais de dossier sans sourciller. Quand la première acceptation est arrivée, d'une petite université à 2 États de là, je n'arrivais pas à y croire. Je lui ai montré l'email et il a souri comme s'il avait gagné quelque chose. Nous avons continué, postulant pour des bourses et des aides. Il m'a même conduit à des entretiens, parfois à 2 heures de route. Je n'ai pas obtenu tout ce que je voulais, mais à l'automne, j'avais assez de soutien pour commencer. Le jour où j'ai emménagé dans le dortoir, il a dit, quoi qu'il arrive, appelle-moi si tu as besoin de moi. Je serai là. Ces mots m'ont marqué. Et la vie a filé à toute vitesse après ça. L'université était difficile, mais j'ai géré. J'ai eu des petits boulots, j'ai pris mes cours au sérieux et je suis resté proche de mon père. Ma sœur a commencé à m'envoyer des SMS de temps en temps. Au début, c'était des petites choses. Salut, comment ça va à l'école, ou, tu me manques. Je sentais qu'elle était différente.
Elle n'avait jamais pris parti avant, mais maintenant elle semblait vouloir créer un lien. Et la plus grande surprise est venue de ma mère. C'était pendant ma 2e année. Elle a appelé et a laissé un long message vocal. Ça a commencé de manière décontractée, puis ça a dérivé vers « tu me manques ». La maison semble vide. Ta sœur parle de toi tout le temps. Peut-être que tu pourrais venir dîner. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'en ai parlé à mon père. Il a dit, c'est à toi de décider. Souviens-toi juste de la façon dont tu as été traité. Je ne ressentais plus de colère, juste de la méfiance. J'ai envoyé une réponse courte, je suis occupé, mais merci. Au fil des ans, le fossé entre nous est resté. Ma sœur est restée amicale, visitant même le campus une fois. Elle a admis un soir, maman a été trop dure avec toi. Je le vois maintenant. Elle est dure avec moi aussi maintenant. C'était étrange d'entendre ça, mais je n'ai pas jubilé. J'ai juste dit, oui, c'était dur. Le vrai retour de bâton est arrivé lentement. Ma sœur m'a dit qu'après mon départ, ma mère a commencé à s'appuyer davantage sur elle. Les éloges se sont transformés en pression. On attendait de ma sœur qu'elle fasse tout parfaitement. Elle se disputait souvent. Ma sœur a finalement déménagé à 19 ans, disant qu'elle n'en pouvait plus. À un moment où j'ai obtenu mon diplôme, les choses avaient changé. J'ai traversé la scène pour recevoir mon diplôme, et la première personne que j'ai vue applaudir était mon père. Le vieux propriétaire du restaurant est même venu et a applaudi depuis le fond de la salle. Ma sœur a envoyé une photo avec la légende « Fier de toi ». Ma mère n'est pas venue. Et la vie professionnelle a commencé rapidement après l'université. J'ai décroché un stage qui s'est transformé en emploi. L'argent n'était pas énorme au début, mais j'étais autonome. Mon père adorait entendre parler de chaque étape. Il disait, je t'avais dit que tu avais juste besoin de quelqu'un pour te soutenir. Un jour, peut-être un an après avoir commencé mon travail, ma mère a rappelé. Cette fois, sa voix était douce. Je veux juste te voir, a-t-elle dit. On fait tous des erreurs. J'ai accepté de la rencontrer pour un café, mais j'ai fait court. Je n'ai pas été cruel, mais je n'ai pas fait semblant que tout allait bien. Elle a surtout parlé d'elle-même, de la difficulté de vivre sans moi. J'ai écouté, hoché la tête et je suis parti. Je n'avais plus besoin de son approbation. La distance m'a appris que la famille, ce n'est pas toujours une question de sang. C'est une question de qui est présent pour vous. Mon père a été présent. Même ma sœur, finalement. Ma mère, elle faisait partie du passé. Quelques mois plus tard, ma nièce aînée, la fille de ma sœur. Je suis allé à l'hôpital, je l'ai tenue dans mes bras et je me suis senti heureux. Ma sœur m'a serré dans ses bras et a dit, elle va te connaître. Je te le promets. Ça m'a fait du bien. Parfois, je repense à cette fête d'anniversaire quand j'avais 8 ans. Le poney, les décorations roses, moi assis sur les marches me demandant pourquoi personne ne s'en souciait. Ce n'est plus de la douleur maintenant. Juste un rappel d'où je suis parti. Maintenant, j'ai mon propre appartement. Je parle encore à mon père presque tous les jours. Ma sœur me rend visite avec sa fille. Ma mère envoie parfois des cartes, mais je reste poli et distant. Maman a fini seule dans la maison qu'elle contrôlait autrefois. Ma sœur a construit sa propre vie et j'ai construit la mienne. La différence, c'est que je sais maintenant ce que je veux et ce que je ne tolérerai pas. Et la boucle était bouclée. L'enfant que personne ne célébrait avait maintenant quelque chose de mieux qu'une fête. Il avait une vie qu'il avait choisie.